Et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. Grande audience aujourd'hui, une belle opportunité de faire une réunion avec des centres hospitaliers de la région Île-de-France. Euh, cette réunion reçoit le soutien institutionnel de l'Alliance BMS Pfizer, que je remercie encore. C'est une série de 4 webinaires de interservices avec des cas cliniques. Les meilleurs cas cliniques seront présentés à notre congrès les 23, 24, 25 novembre. Il y a un micro qui doit être coupé, à mon avis. Merci encore d'avoir été avec nous. Alors aujourd'hui, on a 4 grands des services d'Île-de-France, l'Institut Montsouris, l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges, l'hôpital de Meaux et l'hôpital Saint-Joseph. Alors, pour aller à l'essentiel, je vais tout de suite inviter Raphaël Fourès, qui reçoit le soutien d'un côté de Sophie Riverol et de l'autre côté de Christophe Cossin, que je vois sur la même vidéo, et qui va nous présenter le premier cas. Merci à vous. Oui, avec plaisir. C'est bien épaulé que je vais pouvoir lancer ce premier cas clinique. Je commence tout d'abord par remercier le CNCH et l'Institut Montsouris de me permettre de présenter ce cas clinique qui nous tient à cœur, qu'on a intitulé Et le pilier SEDA. Donc, je vais commencer par présenter ce cas clinique et ensuite, je vous parlerai de quelques thématiques et quelques points clés qui m'ont semblé importants en lien avec ce cas. Donc, c'est une dame, Madame P, de 83 ans, pas beaucoup d'antécédents médicaux, une hypertension artérielle sous monothérapie, dyslipidémique, qui est quand même en perte d'autonomie depuis quelques semaines, même plusieurs mois, qui sort peu de chez elle, mais qui habite seule. Et elle fait une douleur thoracique assez importante dans la nuit du mercredi au jeudi, pour laquelle elle ne consulte pas, et elle contacte le SAMU le samedi parce qu'elle n'arrive plus à respirer. Donc le SAMU arrive sur place, la patiente désature en air ambiant, elle a 52% de SAT environ en air ambiant, ils mettent le masque de concentration à 15 litres. L'examen clinique qui montre donc des signes gauches avec des crépitants jusqu'aux apex et des signes droits également. La tension est plutôt conservée, sans signe de choc, et elle reste stable sur le plan hémodynamique. Et il persiste quand même, depuis sa douleur aiguë, un fond douloureux. Ils font l'électrocardiogramme, qui est le suivant. C'est pas un électrocardiogramme idéal, c'est un électrocardiogramme de SAMU en fait. Et donc on voit ici déjà des stigmates d'un infarctus déjà en partie constitué, avec un sus-décalage en inférieur, et également latéral bas, on le voit bien en V6 avec un miroir antérieur, des débuts d'onde de Q de nécrose et une fragmentation des QRS. Donc il décide de la charger en aspégique et il nous l'adresse. On décide de prendre cette patiente directement en coronarographie, étant donné de la persistance de la douleur thoracique. On fait rapidement une écho de débrouillage sur la table de coronarographie qui retrouve une fraction d'éjection autour de 50-55% et une fuite mitrale qui semble déjà être sévère. On réalise la coronarographie qui montre donc, ici on le voit, une lésion au niveau de l'artère circonflexe, une occlusion subaiguë. On décide donc de revasculariser cette lésion à l'aide d'un stent actif et on récupère un flux satisfaisant. Donc voilà, c'est pas toujours forcément le cas dans un infarctus revascularisé tardivement, donc on est plutôt content et on voit donc ce flux qui est immitro. Par la suite, ça se gâte un petit peu, la patiente se dégrade assez rapidement sur la table de coronarographie. Elle augmente, elle devient de plus en plus oxygéno-requérante, avec une détresse respiratoire qui nécessite l'introduction d'une VNI à 100% d'FiO2. La pression artérielle moyenne qui diminue, donc on appelle l'équipe de réanimation qui arrive et qui voit la persistance de signes de détresse respiratoire malgré la VNI, qui décide d'intuber en séquence rapide cette patiente. Et dans le même temps, on pose un ballon de contre-pulsion aortique. Ensuite, la patiente monte en réanimation, elle est techniquée, KTA, KTC, on commence un traitement vasopresseur par noradrénaline et une bioantiagrégation plaquettaire.
Et le bilan d'entrée montre une défaillance multiviscérale, une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3 avec une créate autour de 300, une cytolyse hépatique à 5 fois la normale, secondaire à probablement un foie de choc, et une hyperlactatémie à 3. La patiente a une échographie d'entrée qui est réalisée par les réanimateurs qui montre une échographie en réanimation avec une échogénicité moyenne, toujours cette fraction d'éjection autour de 55%, et cette fuite mitrale avec un prolapsus manifestement antérieur et un élément mobile qui est appendu à cette valve mitrale. Donc, à partir de là, la patiente est stabilisée sous amine avec le ballon de contre-pulsion. Donc, on se permet de préciser les lésions avec une échographie transœsophagienne. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne ce qui cause cet état hémodynamique. Donc là, on arrive sur la coupe de Théo et j'en profite du coup, notamment pour les internes qui sont avec nous actuellement, de préciser un petit peu la segmentation mitrale qu'on peut voir en échographie transœsophagienne. Donc la coupe idéale pour ça, c'est la coupe bicommissurale. La coupe bicommissurale, elle va nous permettre avec des repères anatomiques de voir, on voit l'auricule gauche qui est le premier repère anatomique qui nous permet de nous situer. On sait que du coup on est en latéral. À l'opposé, on sera donc en médial. Et on va pouvoir parler de zones. Donc on a P1, A2, P3. Donc on a la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Et avec ce tir-là, on va créer avec le X-plan cette vue qui est en fait une reconstitution d'une coupe à 90 degrés. Et on va pouvoir savoir exactement où on est par rapport à la valve mitrale. Donc là, on voit ici que le tir de X-plan, ce trait en pointillé, est bien au niveau 2. Donc on va savoir ici, à droite, qu'on est au niveau de la valve A2 et P2. Comment on sait laquelle est A2, laquelle est P2? On a ici l'aorte qui est notre repère antérieur, donc on sait qu'à droite, on sera en antérieur, A2, et ici P2. De la même façon, on aurait coupé au niveau de la zone 1, on aurait eu A1 et P1. Donc, l'autre chose que j'ai un peu appris ici en voyant des ETO, c'est qu'on voit pas mal de choses sans la couleur. Donc moi, on a souvent tendance à se ruer un peu sur la couleur. Là, en fait, on va voir qu'on a toutes les réponses dont on a besoin sans la couleur. On voit en fait sur la coupe antéro-postérieure, à droite, donc, un prolapsus complet de A2. On voit qu'il prolapse totalement dans l'oreillette gauche, qu'il n'est plus du tout dans le plan de l'anneau. Et on voit aussi se balader ce pilier mitral. Donc, en fait, on voit qu'on a une rupture totale du pilier. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même mis la couleur après. On voit en fait qu'il y a cette fuite à droite. On voit cette fuite qui est bien opposée au prolapsus valvulaire. Donc ça confirme cette lésion-là. Donc on a bien un prolapsus complet de A2 et une rupture complète du pilier postéromédian. Et en fait, on voit que ce pilier postéromédian là qui se balade, eh bien, il est inséré sur une paroi qui maintenant est totalement akinétique. Hop, voilà. Une fois qu'on a bien caractérisé en 2D nos lésions mitrales, on se sert systématiquement de cette coupe qui est une vue 3D. Donc, il faut imaginer qu'on est dans l'oreillette gauche et qu'on regarde la valve mitrale. Toujours nos repères anatomiques, l'aorte en avant qui nous dit ce qui est antérieur, l'auricule gauche ici, là, qui nous dit ce qui est latéral. Donc, on peut déduire qu'on a à ce niveau-là A1, A2, A3, puis ensuite en dessous P1, P2, P3. Et en fait, on va pouvoir confirmer les lésions qu'on a observées en 2D. Ici, on voit, avec le mouvement, on voit le pilier qui fait saillie dans l'oreillette gauche et on voit ce prolapsus. J'ai mis une image arrêtée pour qu'on voit peut-être un peu plus clairement. On voit bien donc là le pilier et le prolapsus. Donc je radote un peu, mais on a bien mis en évidence le résultat de cette ETO. C'est donc une insuffisance mitrale aiguë sévère, grade 4 sur 4, avec un prolapsus complet 2 à 2, secondaire à la rupture de ce pilier postéromédian. Donc devant nous, on a une patiente qui a 83 ans, qui est dans un état clinique qui est quand même gravissime, en choc cardiogénique, secondairement à cet infarctus du myocarde qui est revascularisé tardivement. Et donc son état hémodynamique et même respiratoire est expliqué par cette insuffisance mitrale et cette rupture complète de pilier qui est responsable de cette insuffisance mitrale. La prise en charge de première intention dans ce contexte, c'est normalement la chirurgie cardiaque. On calcule donc un Euroscore qui est à 2, qui est un Euroscore 2, pardon, qui est à 37,6%, qui est quand même un risque de mortalité extrêmement élevé. On prend une décision pluridisciplinaire avec donc les chirurgiens cardiaques, les réanimateurs, on discute avec la famille, on prend en compte les directives anticipées,
Et en fait, on conclut que la chirurgie cardiaque est une solution trop dangereuse et on préfère du coup quand même faire un geste interventionnel de sauvetage avec la pose d'un clip mitral. Je vous montre ce que c'est qu'un clip mitral. C'est pas forcément toujours évident, notamment pour aussi les internes. Moi, je l'ai découvert ici. Donc, on fait un abord veineux fémoral qui nous permet d'arriver dans l'oreillette droite. L'étape d'après, c'est la réalisation d'une ponction transseptale. Donc, cette ponction transseptale va permettre de nous orienter correctement et d'amener donc notre clip et de s'orienter perpendiculairement à la valve mitrale. On va voir là rapidement une vue depuis l'oreillette gauche dont on va se servir concrètement en ETO pour pouvoir bien orienter le clip. Donc, par la suite, l'objectif c'est de placer la valve mitrale correctement à l'intérieur du clip, et avec ces deux petits bras dentés là, qu'on appelle des grippers, on va vouloir venir donc faire un grasping, c'est-à-dire capturer cette valve et la bloquer à l'intérieur. Voilà, on le voit là. On peut, une fois qu'on a bloqué, si ça ne nous satisfait pas, en enlever un, en remettre un pour pouvoir se mettre idéalement comme on le souhaite. Une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a, on peut fermer le clip et enfin le larguer. Donc, comme dans la vidéo, ici on fait donc la ponction transseptale. On voit ici là cette saillie dans le septum interauriculaire, c'est notre aiguille de ponction transseptale. On vérifie, c'est une première subtilité de l'ETO et de la pose du mitraclip, c'est qu'on a une hauteur suffisante pour pouvoir bien s'exposer. En fait, on se doute bien que si on arrive par là, forcément, on n'aura pas la place de tourner, on n'aura pas la place de s'orienter correctement et bien perpendiculairement à cette valve. Deuxième subtilité, là aussi quelque chose qui peut paraître assez intuitif lorsqu'on l'explique, c'est que en fait, on va avoir besoin d'avoir une valve postérieure, suffisamment grande. On va avoir besoin de matière valvulaire pour pouvoir l'accrocher avec le clip. On se doute bien que si on a une toute petite valve, le clip ne va pas être suffisamment stable. Donc là, c'est bien le cas. On a les conditions nécessaires. On va pouvoir donc descendre notre clip. Donc, on arrive, on a positionné notre clip. L'étape d'après ce positionnement, ça va être le grasping. Alors, pour dire qu'on est bien positionné, on va utiliser là cette vue du mitraclip. Il faut que, en fait, cette vue-là soit celle-là qu'on voit au niveau antéro-postérieur à droite. Là, en fait, on voit bien les deux bras du clip mitral, là. Et donc, ça veut dire qu'on est bien positionné. Et on le voit aussi parce que dans la construction à 90 degrés, dans la vue bicommissurale, on ne voit absolument pas ces deux bras. On voit en fait cette vue-là de profil. Une fois qu'on est bien positionné, qu'on a bien notre valve là où on veut, on va pouvoir faire le grasping. Alors en fait, je vais vous montrer parce que là aussi, ce n'est pas forcément évident. En gros, on voit ici là, le grippers, le premier grippers, et on va le voir en fait descendre. Hop, là, on le voit descendre et clac, capturer la valve. Voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir fermer les clips. Là, le clip est fermé. Donc j'ai remis l'image quand même d'avant. On est quand même assez content du résultat, hein. On voit bien là avec le Doppler couleur le résultat avant-après. La coupe là au niveau antéro-postérieur, là, on voit qu'elle a quasiment disparu. Donc on va pouvoir, une fois que le clip est fermé, on va pouvoir ensuite le larguer. On est plutôt content. Cependant, on a quand même une fuite en médial du clip, là, on la voit, qui est quand même significative. Donc on va décider de tenter la pose d'un deuxième clip mitral pour essayer d'avoir un résultat optimal. Rebelote, en fait, on remesure la valve postérieure, on voit qu'à nouveau on a suffisamment de tissu, donc les feux sont ouverts, on peut descendre notre valve. Mais alors là, attention, on est quand même en train de mettre un deuxième clip mitral, donc il y a quand même un risque en posant des clips à répétition. Ça arrive dans les procédures de clips mitraux qu'on en pose 1, 2, 3, même 4, mais il faut quand même vérifier qu'on n'est pas sténosant au niveau de la valve. Donc là, on a positionné et fermé notre clip et on prend quand même des mesures. Donc on a un gradient moyen en tir continu qui est à 4.
On a quand même un état hémodynamique pas idéal, donc c'est pas totalement interprétable. On a également fait, donc c'est des mesures plurimodales, on a aussi fait une planimétrie qui nous a montré qu'on pouvait se permettre de larguer le clip. Donc voilà le résultat final. Avant, à gauche, et après à droite, on est quand même très content parce que ces fuites ont la fuite a quasiment complètement disparu. Là, c'est encore une autre vue, c'est la vue 3D avec une reconstitution en TrueView, et on voit la vue depuis l'oreiller de gauche, qui est la vue chirurgicale, et la vue à l'opposé depuis le ventricule gauche. Je vous ai à nouveau mis les différents feuillets, et en fait, on voit bien nos deux clips là qui sont en place au niveau de A2 et P2, qui ont complètement corrigé le prolapsus qui était présent avant. Donc par la suite, cette patiente, elle va retourner en réanimation, elle va être sevrée progressivement de noradrénaline, on va retirer le ballon de contribution à J3, on peut le tuber à J5 et elle sortira, étant une patiente quand même comorbide, un peu plus tard, donc à J20. Le bilan rénal et hépatique se sont normalisés, elle est transférée en cardio conventionnel et ensuite elle est passée en SSR. Ce qui est quand même important de dire, c'est que outre le fait qu'elle ait fait un infarctus grave, elle va forcément avoir besoin d'un suivi échographique, mais il faudra quand même surveiller attentivement avec des échographies régulières le risque d'apparition d'un rétrécissement mitral. Donc, j'espère que vous avez aimé ce cas clinique. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur l'insuffisance mitrale aiguë. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'insuffisance mitrale aiguë ? En fait, on peut décrire ça comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est vraiment des cavités cardiaques gauches qui ne sont pas du tout prêtes à accueillir une telle surpression et une telle régurgitation. Pardon. Donc en fait, si on se place au niveau de l'oreillette gauche, on a brutalement donc ce volume régurgité qui arrive à l'intérieur dans une oreillette gauche qui n'est pas comme dans l'insuffisance mitrale chronique, qui n'a pas augmenté sa compliance et qui ne s'est pas dilatée. Donc en fait, la pression intra-auriculaire gauche va augmenter brutalement. Et ça va expliquer une première partie des symptômes, notamment de la patiente, c'est l'OAP. La deuxième partie, c'est ce ventricule gauche qui, lui non plus, n'est pas suffisamment compliant et qui ne va pas être capable de majorer son volume d'éjection systolique. Donc en fait, il va éjecter une grande partie du volume systolique dans l'oreillette gauche aux dépens de l'aorte. Et donc on va avoir une baisse du débit cardiaque. Les causes principales d'insuffisance mitrale aiguë, donc on a l'endocardite, avec notamment les perforations de valves ou les ruptures de cordage. On a vu la rupture du pilier, je viens d'en parler. Il y a aussi, à minima, toujours dans les causes ischémiques, le fait d'avoir une zone akinétique au niveau de l'insertion du pilier qui peut déjà en lui-même entraîner une insuffisance mitrale. Tout ce qui est lié au traumatisme lié au cathéter, notamment, donc les perforations de valves, où également on peut brocher avec les cathéters et les guides les cordages. Et enfin, le Takotsubo, qui de par le remaniement et l'hyperkinésie basale peut entraîner un SAM qui lui-même peut entraîner une insuffisance mitrale aiguë. Quelques notions échographiques, j'ai mis un drapeau rouge parce que c'est deux notions que j'aime, qui m'ont semblé importantes et faciles à retenir. Si on se trouve devant une insuffisance mitrale sévère, avec une oreillette gauche et un ventricule gauche qui sont de taille normale, il faut quand même se poser la question, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, de vous dire peut-être qu'il se passe quelque chose, c'est pas normal d'avoir ces volumes-là normaux. Donc en fait, il faut se dire, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas aigu ? De la même façon, on a le Doppler continu, qui est une mesure assez simple, donc Doppler continu dans la valve mitrale. On voit à gauche une insuffisance mitrale chronique avec un flux bien régulier. Et là, à droite, l'insuffisance mitrale aiguë, on a en fait cette espèce d'encoche au bout de la flèche qui est en fait liée à l'augmentation brutale de pression dans l'oreillette gauche qui entraîne cette décélération et donc cette forme de trace en V, donc on appelle ça l'onde V. Voilà, donc c'est un autre élément que vous pouvez garder en tête et éventuellement pour vous mettre la puce à l'oreille sur l'insuffisance mitrale aiguë. La prise en charge, donc l'insuffisance mitrale aiguë, c'est quelque chose qui est grave. C'est une prise en charge chirurgicale
en première intention, mais avec un risque opératoire bien plus élevé qu'une plastie chronique. On a par exemple, donc là, on a l'exemple, c'est 15% de mortalité versus 1% pour la prise en charge d'une insuffisance mitrale chronique. On peut avoir recours, comme cette patiente, au ballon de contre-pulsion, et si éventuellement on a une dégradation encore plus importante, on peut faire appel à l'ECMO. La revascularisation est une option si l'étiologie est ischémique, et la prise en charge percutanée, comme on vient d'en parler. Maintenant, un petit point sur la rupture de pilier. Donc on a deux piliers ou deux muscles papillaires, le muscle antérolatéral qui est vascularisé par l'IVA et la coronaire circonflexe, et le muscle postéromédian, donc le pilier postéromédian, qui lui est vascularisé par l'interventriculaire postérieur, donc une seule artère coronaire, qui provient donc de la coronaire dominante, en général la coronaire droite. Bon là, loupé, c'était la circonflexe, bon, voilà. Ça dépend des jambes, bien évidemment. Et en fait, ça explique le fait qu'elle soit vascularisée par une seule artère, que la rupture du pilier postéromédian soit 5 à 10 fois plus fréquente que celle de l'antérolatéral. Et je vous ai mis, donc là, c'est en fait deux patientes qu'on a eues à un mois d'intervalle. À droite, c'est la patiente dont je viens de parler, et à gauche, on voit donc une rupture partielle du pilier, donc qu'on voit ici. Hein, on voit bien que le pilier est donc bien partiellement. On voit encore qu'il est attaché à ce niveau-là, mais cette tête-là, donc c'est quand une tête sur deux est rompue, mais bien là, c'est bien le cas. On voit bien qu'il y a une des deux têtes qui est rompue. Donc, trois choses que j'aimerais bien mettre en avant à la fin de cette présentation. Garder en tête la possibilité, de façon générale, d'une complication mécanique d'un infarctus, surtout lorsqu'un infarctus est revascularisé tardivement. Notamment, donc, si on voit une insuffisance mitrale, pensez à l'insuffisance mitrale ischémique. L'insuffisance mitrale aiguë, c'est grave. Ça entraîne une instabilité hémodynamique, en général des chocs cardiogéniques, des tableaux cliniques assez bruyants. Et donc, il faut quand même faire rapidement appel à la réanimation dès la dégradation clinique et penser à bien stabiliser cette insuffisance mitrale. L'autre chose, c'est, donc je viens d'en parler, ce clip mitral, ça ne peut pas remplacer en aucun cas la chirurgie cardiaque et le traitement de première intention, mais c'est quand même une solution de sauvetage qui peut être utilisée notamment sur les terrains très comorbides et à très haut risque opératoire. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si vous êtes face à une insuffisance mitrale aiguë chez un patient qui est en train de se dégrader cliniquement, il faut quand même penser à contacter un centre où il y a de la chirurgie cardiaque et éventuellement de la cardiologie interventionnelle pour signaler votre cas et discuter avec eux de la prise en charge optimale pour le patient. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Je vais juste poser une question. Votre groupe, c'est finalement ce qui emportait la technique, c'était essentiellement l'âge du patient, c'est-à-dire que une IM sévère peut être associée à éventuellement un choc cardiogénique. Si un patient plus jeune, vous l'auriez fait opérer, où est-ce que vous metteriez la barre? Mettre la barre, c'est assez difficile, c'est vraiment interdépendant, enfin, ça dépend vraiment des patients. Honnêtement, là, on a vraiment vu le cas de façon générale. La patiente était quand même âgée, elle était en perte d'autonomie, donc la chirurgie et l'euroscore. Dans ce cas précis, je ne discute pas, mais je dis, est-ce que ça aurait été un patient de 74 ans avec un tableau similaire, vous auriez fait différemment? Je demande éventuellement à... Je peux peut-être dire un petit mot. Hein. C'est vrai que déjà, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On en a eu deux coup sur coup chez des patients âgés. On a refait la littérature. Il y a en gros 13 cas cliniques qui ont été publiés de clips sur des ruptures de piliers. Donc il n'y a pas d'expérience. Là, sur nos deux cas, on les a clippés de façon assez facile, sans traumatisme. Et les CEC, dans ces cas-là de choc cardiogénique, c'est catastrophique, quel que soit l'âge. Hein. D'accord. Donc voilà, probablement que le prochain de 55 ans qui arrive en choc cardiogénique, je pense qu'on le clippera, en sachant que si le résultat est incomplet, il permettra en tout cas d'améliorer la situation et d'avoir une chirurgie dans les suites chez un patient stable. Donc je pense qu'on le discutera comme tous les patients. D'accord. Effectivement, ça vaut le coup d'avoir ça en tête.
Et une des craintes qu'on avait, c'était de ne pas pouvoir attraper les feuillets à cause de l'éversion complète. Et finalement, on les a eus assez facilement, quoi. Il y avait une autre crainte, c'était de savoir ce qu'allait devenir le pilier. Est-ce qu'on n'allait pas prendre le pilier dans le clip? Et les 2 fois, ça s'est plutôt pas mal passé. On a immobilisé complètement le pilier à l'intérieur de la valse. Je pense que ça a même aidé un peu à faire l'étanchéité. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant comme Et l'autre cas, vous en êtes sorti avec un seul clip ou si vous avez eu besoin d'en mettre 2? Ouais, on en a On mis avait 2 2 aussi. 2 aussi, d'accord. Okay. C'est intéressant à Donc, savoir. le principe du clip, c'est de couvrir complètement le prolapsus. Et c'est vrai que ça fait des prolapsus assez énormes. Et même si on a bien réduit la fuite, corriger le prolapsus complètement, c'est plutôt pas mal. Surtout que l'autre cas, en fait, la rupture partielle, c'était pas juste localisé sur la valve antérieure comme c'était le cas ici. En fait, il y avait toute la valve qui prolabait un petit peu, donc c'était presque encore plus compliqué. Donc, on a eu besoin effectivement de 2 clips, mais sans sténose résiduelle au décours. Donc, ça s'est bien passé aussi. Ben, merci beaucoup en tout cas. J'ai appris plein de choses. Merci à vous. Je ne connaissais pas cette application du clip mitral. Vraiment, merci. Ben pour le deuxième cas, je vais appeler donc Georges Elachem, qui est actuellement à Villeneuve-Saint-Georges, un peu dans le service d'Emmanuel Salingro, qui est là. Emmanuel Salingro, mais je pense qu'on ne le voit pas uniquement. Et ben, je te laisse présenter ton cas clinique. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je dis à l'audience, aujourd'hui, ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires interservices. Les 4 webinaires, vous les avez sur l'invitation pour laquelle vous êtes venu à ce webinaire. Et le vainqueur d'aujourd'hui, on aura un qui sera choisi par le jury, présentera en présentiel lors du congrès du CNCH les 23, 24, 25 novembre à Paris. Et vous êtes bien entendu invité, notamment pour les internes ou pour ceux qui habitent la région parisienne, ce sera entièrement gratuit. Vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire, et des liens sur le site du CNCH, cnch.fr, le nouveau site internet. Tu vois, je meuble en attendant que tu Oui, j'arrive. Hein, En train d'essayer, là. Ouais. voilà, on va y arriver. Alors, on va y arriver. Hein. Par contre, voilà, j'espère que je vais la voir bien parce que là, je pense… Une seconde. Hop. Là, vous Là, voyez ou tu non? parce que je vois le ciel bleu. Là? Là, ça a l'air d'aller, c'est très bien, parfait. Ça va? Bon. Ouais. Bon, bonjour à tous. J'exerce au Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je tiens à remercier le CNCH et Dr Salingro de m'inclure dans ce webinaire. Je vais vous présenter mon cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient qui est âgé de 60 ans, qui consulte en février 2022 pour un bilan cardiovasculaire. Il présente comme antécédent, comme facteur de risque cardiovasculaire, un diabète de type 2 diagnostiqué en novembre 2021 avec un HbA1c à 10,7%, sans néphropathie ni rétinopathie diabétique. Il est en surpoids avec un IMC à 27 kg par mètre carré et un tabagisme sévré depuis 20 ans, estimé à 35 paquets par année. Cliniquement, Monsieur CS est asymptomatique, mais il est relativement sédentaire. Devant l'intoxication tabagique, il a consulté un pneumologue pour un bilan et un scanner thoracique et une exploration fonctionnelle ont été réalisés, ne montrant pas de pathologie pulmonaire sous-jacente. Au cabinet, l'examen clinique était sans particularité, avec une tension artérielle à 130 sur 80 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 88 par minute, chez un patient qui pèse 86 kg pour 1,76 cm. Le CG s'inscrit en rythme sinusal à 88 par minute avec un axe normal, des cœurs S qui sont fins, absence de troubles de repolarisation ou de conduction. Sur le plan biologique, son LDL était à 1,25 g par litre. Il a eu une échographie cardiaque qui est revenue normale, un test d'effort qui était sous-maximal à 82% de la FMT, soit 135 watts, mais qui était négative cliniquement, électriquement, sans trouble rythmique, avec un profil tensionnel qui est normal à l'effort. Dans le cadre de bilan des facteurs de risque, il a eu un score calcique coronaire. Ce score calcique, il a montré un score calcique d'Angaston qui est égal à 452. Je vous montre juste le score calcique avec des calcifications… Je ne peux pas l'arrêter. Des calcifications qui sont prédominantes au niveau de l'IVA proximale et moyenne, comme on le voit ici, et au niveau aussi du premier genou de la cornaire droite. J'arrive pas à mettre mon curseur.
Bon, il y a des petites classifications au niveau du premier genou, donc c'est le genou entre le segment 1 et le segment 2 de la coronaire droite. Bon, devant ce score calcique qui est élevé, donc qui met le patient à haut risque cardiovasculaire, surtout il est diabétique, donc une échographie de stress sous dobutamine était programmée. Donc, voilà le CG de base, donc un rythme sinusal à 76 par minute, il n'y a pas de trouble de repolarisation ni de trouble conductif. Donc, à 10 gamma d'obus, patient asymptomatique, échographie normale et ECG normal. À 20 gamma d'obus avec 0,25 mg d'atropine, la même chose. Et à 40 gamma d'obus, l'examen a atteint 97% de la FMT, soit 155 battements par minute. Et le patient développe soudainement une douleur thoracique angineuse avec à l'ECG, comme on voit ici, donc, un aspect de sus-décalage dans le territoire inférieur, ça veut dire les dérivations D2, D3 et AVF, avec une image en miroir dans le territoire latéral. Et à l'échographie, en même temps, une akinésie de l'ensemble de la paroi inférieure qui se normalise en récupération tardive. Et cette symptomatologie-là a complètement disparu après injection d'esmolol. Donc, le rythme cardiaque est descendu à 108 par minute et l'ECG s'est normalisé. Donc, cette douleur-là, elle a duré à peu près 5 à 7 minutes. Et l'échographie, elle s'est normalisée aussi. Donc, devant ce tableau, le patient est hospitalisé en USIC pour prise en charge. On a fait le cycle de troponine qui était négatif et on a réalisé la coronarographie à J1 d'hospitalisation. Donc, on s'attendait à une sténose serrée de la coronaire droite ou bien d'une circonflexe, mais ce n'était pas le cas. Donc, la coronarographie, donc, elle montre un réseau coronaire. Voilà la circonflexe. Bon, le tronc commun, il est de bon calibre, il est infiltré sans sténose. L'artère circonflexe qui est là, qui donne 2 branches marginales, qui est aussi infiltrée sans sténose. Donc, l'IVA aussi est une artère de bon calibre qui contourne la pointe. On voit, elle donne naissance à 2 branches diagonales. La première, elle est là. La deuxième, qui présente une sténose de l'ordre de 50% au niveau ostial. On la voit mieux ici. Bon, toujours sur le réseau gauche. Et la coronaire droite qui est une artère dominante qui présente au premier genou une lésion de 40 maximum, si on veut dire maximum 50%. Donc, devant ce cas, on a dit peut-être cette lésion, elle est hémodynamiquement significative, on va faire une FFR. Donc, on réalise la FFR en hyperémie, on injecte des dérivés nitrés et la FFR revient négative à 0,92. Donc, on était embêté parce qu'on a déjà réalisé les FFR, on a injecté des dérivés nitrés. Du coup, on n'a pas pu réaliser le test ométergin pour éliminer un spasme coronaire. Le patient donc, est resté 24 heures. Il est sorti le lendemain sous cardégique statine, atorvastatine et un traitement antispastique, le verapamil à 240 mg LP. Donc, on revoit le patient en consultation à J30, toujours asymptomatique. Bonne tolérance du traitement médicamenteux et après discussion avec lui, il a accepté de réaliser une deuxième coronarographie après wash-out thérapeutique. Donc, on a arrêté le verapamil 48 heures avant l'examen et pour réaliser le test ométergin. Bon, le test ométergin, donc réalisé à J30, après 48 heures de wash-out thérapeutique. Donc, le protocole à Villeneuve-Saint-Georges, donc on injecte par voie intraveineuse lente 2 ampoules de métergin. Suivi d'un temps d'attente de 3 minutes pendant lequel on surveille l'ECG, la saturation, la tension artérielle, la clinique et la tension au bout de sonde aussi. Et en cas de douleur ischémique ou de signes ischémiques électrocardiographiques, on contrôle angiographiquement avant les 3 minutes. Sinon, on contrôle à 3 minutes systématiquement le réseau gauche, le réseau droit, suivi systématiquement d'une injection d'1 mg de Risordan pour éviter les effets tardifs de spasme du ométergin. Donc, chez ce patient-là, le test était négatif, cliniquement, électriquement et angiographiquement. Voilà. Donc, aucune réaction spastique a été observée, ni à gauche, ni à droite. Donc, injection de trinitrine.
Et là, donc après tous ces examens-là, on est devant un patient qui est à haut risque cardiovasculaire, qui est asymptomatique cliniquement et qui a développé un sus-décalage du segment ST transitoire dans le territoire inférieur durant l'échographie sous dobutamine avec à la coro une sténose non significative hémodynamiquement de la coronaire droite au premier genou et un test au métergin qui est négatif. Bon, ça devient très intéressant. Donc, après une petite recherche dans la littérature sur des cas qui sont similaires et sur la physiopathologie et le mécanisme, donc on a trouvé qu'il s'agit d'une entité qui est rare, ayant une incidence entre 0,1 et 0,4%. Donc, voilà les différents cas qui étaient publiés jusqu'à 2020. Donc, jusqu'à présent, après la recherche, donc, il y a maximum 50% qui étaient publiés. Donc, tous ces patients-là sont des patients qui étaient symptomatiques. Donc, avant de consulter, ils avaient de l'angor et qui ont eu un test en métergin et qui ont eu un test à l'adobu qui a montré un sus-décalage transitoire. Mais par contre, le test au métergin, il était positif chez 100% des cas de ces patients, confirmant donc le diagnostic d'un spasme coronaire induit par la dobutamine dans le cadre d'un angor de Prinz-Métal qui est déjà préexistant. Par contre, notre patient, il était complètement asymptomatique, pas d'angor préexistant, et avec un test au métergin qui est négatif. Donc, en sachant que dans la littérature et selon la littérature, la sensibilité du test au métergin, elle varie entre 94% pour le sus-décalage, ce qui était le cas de notre patient, et 100% pour le déclenchement d'angor. Donc, un patient qui a déjà un angor et qui a un spasme, le test au métergin, il est capable de déclencher l'angor dans 100% des cas. Par contre, un patient qui n'a pas d'angor ou qui a montré un sus-décalage à l'échographie dobutamine, le test au métergin, il y a la sensibilité, elle est aux alentours de 94% des cas. Donc, en ce qui concerne la physiopathologie, donc, c'est dû à quoi ce mécanisme? Donc, comme on le sait, la dobutamine elle a essentiellement trois effets. De un, elle augmente le métabolisme myocardique en exerçant une action inotrope et chronotrope positive par l'activation des récepteurs bêta-1, donc d'où l'effet tachycardisant. Donc, la deuxième chose, elle active les récepteurs bêta-2, ce qui induit une réduction de la résistance microvasculaire en activant ces récepteurs qui sont localisés au niveau des fibres musculaires lisses, surtout au niveau des coronaires. Et la troisième chose, elle active les récepteurs alpha-1 adrénergiques qui ont un effet vasoconstricteur, mais dans les conditions normales, cet effet vasoconstricteur, il est contrebalancé par l'activité bêta-2. C'est pour ça que dans les conditions normales, un test à la dobutamine ne crée pas un spasme coronaire. Par contre, en cas d'athérosclérose coronaire, il y a un mécanisme qui s'appelle la vasoconstriction paradoxale qui peut se produire par la dobutamine, même en cas d'absence de sténose significative, et ceci est probablement dû à la contrebalance. Donc, il y a un défaut de régulation entre les récepteurs bêta-2 et les récepteurs alpha-1 adrénergiques. Donc, plus d'effets vasoconstricteurs et moins d'effets vasodilatateurs. Et en plus, surtout en présence de dysfonction endothéliale qu'on la voit chez les patients diabétiques, comme le cas de notre patient et les patients tabagiques et hypertendus. Donc, en cas de dysfonction endothéliale, moins de libération de NO et l'effet de la dobutamine avec le défaut de régulation va créer cette vasoconstriction paradoxale. Donc, après toute cette recherche, on a conclu sur un probable spasme coronaire qui est induit par la dobutamine avec un test métergin qui est négatif. Le patient est sorti sous traitement antispastique. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce cas? On peut conclure, donc notre cas a montré que le test de provocation de spasme par métergin, il est loin d'être parfait, mais et il faut toujours laisser dans la tête qu'il y a des résultats de faux négatifs. Donc, on peut dire, est-ce que le test de métergin négatif élimine-t-il un spasme coronaire, oui ou non? D'après la littérature, je pense que non, pas à 100% des cas. Et voilà le cas donc de notre patient. Donc, la deuxième chose, les spasmes coronaires peuvent être induits par d'autres substances autres que le métergin, telles que la dobutamine. En cas d'un patient qui a un angor spastique préexistant, il faut mieux éviter l'échographie de stress sous dobu. Et en cas où il y a une échographie de stress sous dobu avec un sus-décalage du segment ST et une coronarographie subnormale,
Est-ce qu'il faut proposer de faire le même protocole en salle de coronarographie et d'injecter le coronaire en même temps pour voir qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y aura un protocole un de ces jours pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment en réalité. Voilà. Merci. Ou de faire une coro d'obus, mais ça, c'est une autre affaire. C'est une proposition. Je ne sais pas si le CNCH accepte, peut-être. C'est devoir mettre un négatif, injection de vitamines pour voir, mais ça prend du temps hein, dans le programme de coro. Écoute, merci pour cette présentation. Honnêtement, là aussi, on a appris quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas connu, comme tu dis, plutôt rare. En tout cas, je vous encourage de vos cas, si vous arrivez à les publier, c'est un énorme effort, mais ça vaut le coup hein, sur les deux. S'il n'y a pas beaucoup de cas, même si vous n'arrivez pas à les publier en anglais, sur celui-là, le deuxième, il y a une rubrique cas clinique sur la revue du CNCH ou même dans ANA Cardiologie Angiologie, un numéro spécial CNCH. En français, Mendix et PubMed. On peut le passer s'il ne passe pas en anglais. En tout cas, voilà. En tout cas, bravo. Merci pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et donc là, je vais passer la parole à Ilona Payan, qui est actuellement au Serge de Meaux, qui a le soutien de Sergio Perna, bien sûr, et de Cosmin Diaconou, un de nos anciens internes il y a très longtemps. Voilà, Ilona, c'est à toi pour ta présentation. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis accompagnée du docteur Diaconou qui prendra la main pour la deuxième partie de cette présentation. Alors, je sais pas. Alors, notre cas s'intitule… On n'a pas partagé, juste pour info, on ne la voit pas, la présentation. Comment? On ne voit pas tes slides. Vous ne me voyez pas. Alors… Toujours pas? C'est en cours, voilà. Tu peux mettre en plein écran, c'est bon. Parfait. Là, c'est bon. Parfait. Ok. Donc, notre cas se nomme Qui vit par l'épée. Moi, je vais vous présenter d'abord le cas clinique. C'est Monsieur D, un patient de 51 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Il a comme principal antécédent un diabète de type 2 multicompliqué, une anémie, une cardiopathie ischémique, une découverte d'ACFA en 2021. Ses facteurs de risque cardiovasculaire sont l'hypertension, la dyslipidémie. Il a un tabagisme sevré estimé à 30 paquets années. Il consulte, donc le premier contact avec l'hôpital, c'est en 2000, où il est hospitalisé pour une notion de dyspnée d'effort qu'il avait déjà eu auparavant dans l'adolescence, pas de palpitations, pas de douleur thoracique associée. Une radiographie thoracique a été effectuée à ce moment-là qui retrouve un aspect d'hypervascularisation pulmonaire avec une grosse artère pulmonaire, dilatation de l'auget, sans franche cardiomégalie. Le TT est normal. On le perd de vue jusqu'en 2020 où il est hospitalisé à nouveau, mais cette fois-ci pour une décompensation de diabète de type 2, où à l'ECG, on retrouve des troubles de la repolarisation avec des ondes T négatives en latéral. On fait une écho où il n'y a pas de VG qui est dilatée, une fonction systolique qui est conservée. Par contre, une oreillette gauche et droite dilatée, pas de signe d'HTAP. Une sortie myocardique est réalisée, retrouvant une ischémie modérée au niveau de la paroi inférieure. Par la suite, la coronarographie va retrouver des lésions avec l'implantation d'un stent au niveau de l'IEVA et de la coronaire droite. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en 2021, c'est la première fois qu'on le voit à l'hôpital de Meaux. Il vient aux urgences pour une notion de dyspnée avec des NT-proBNP augmentés. Donc c'est un patient hypertendu, diabétique, pour lequel, au fait, qui se présente sous la forme d'un tableau d'insuffisance cardiaque à prédominance droite. On fait plusieurs examens, donc d'abord l'échographie qui montre toujours une FEVG conservée, pas de trouble de la cinétique. Par contre, une dilatation des cavités droites associée à une HTAP à 70 mm de mercure. On fait ensuite une radiographie thoracique. Donc là, c'est intéressant. On voit effectivement que au niveau du couloir droit, on a une opacité
que voilà, on ne sait pas définir. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous pourrez évoquer au moins le diagnostic rien que sur la radiographie thoracique. Donc, on décide de faire un scanner thoracique non injecté parce qu'il faut savoir que le patient est insuffisant rénal. Donc, voilà les images du scanner. Ce qui est important de regarder, c'est cette veine. Voilà, au niveau qui s'abouche, on dirait au niveau du cœur droit. À ce moment-là, le radiologue fait un diagnostic que je ne vais pas vous dire maintenant, mais voilà, on a une veine pulmonaire qui semble s'aboucher au niveau du cœur droit. Il nous conseille donc de faire une IRM qui sera réalisée à Meaux par justement le docteur Giaconi. Et voici l'IRM. Et effectivement, on peut voir à ce niveau-là qu'il y a une veine pulmonaire qui s'abouche au niveau de la veine cave inférieure, dans l'oreillette droite directement. Donc, on reviendra sur les images un peu plus précisément après. Mais voilà, ça, c'est l'IRM de notre patient où on voit effectivement une veine pulmonaire, un retour veineux en fait anormal. Donc, voilà l'interprétation de l'IRM qui parle effectivement d'une veine pulmonaire de gros crânique qui prend naissance au niveau du hile pulmonaire droit et qui s'abouche dans la veine cave inférieure au niveau du foie. Donc, et en fait, cette anomalie, ça a un nom et c'est le syndrome de Simeter, qui est une maladie congénitale qui est rare. C'est une variante d'un retour veineux pulmonaire anormal et c'est une ou plusieurs veines pulmonaires qui se drainent généralement dans la veine cave inférieure, mais aussi ça peut dans celle supérieure, la veine avizygos ou plus rarement directement dans l'oreillette droite. Et ça entraîne un shunt gauche-droite. Maintenant, c'est moi qui va prendre la relais. Si tu peux passer au prochain slide, Ilona. D'accord. Donc, l'histoire, ça commence en 1836, quand un Français fait la première discussion anatomique. Et 100 ans plus tard, on a la première l'aspect radiographique. Et dans 56, c'est le nom cimetière qu'on va voir un peu plus tard, qui est dans l'année 60. C'est la première proposition de l'expression syndrome du cimetière. Donc, prochain slide. D'accord. Donc, le syndrome du cimetière, c'est une maladie qui semble toucher majoritairement les femmes. L'éthologie n'est pas complètement comprise. Ils ont trouvé que la génétique peut jouer. Le locus a été localisé sur le chromosome 4q12. Et les anomalies affectent presque exclusivement le poumon droit, même s'il y a quelques cas qui touchant le poumon gauche. La symptomatologie clinique varie de forme très sévère à un âge très précoce, en spécial chez nourrissons, à des formes asymptomatiques de découverte fortuite, surtout chez les adultes. Comme symptômes, c'est dyspnée, infection respiratoire qui touche souvent le poumon à temps, donc le poumon droit, et d'hémoptysie favorisée par l'hypertension pulmonaire. D'accord. Comme je disais, le syndrome du cimetière, donc ça a été décrit qui fait penser à un sabre de tourque. Si tu peux passer au prochain slide. Donc syndrome, comme j'avais dit, l'aspect à sabre tourque ou cimetière. Donc, on voit cette opacité archiforme par hilaire droite, allant de la région hilaire droite à la coupole diaphragmatique homolatérale. Donc, comme ma collègue, elle vous avait dit de faire attention à la radio de notre patient qu'on voyait à cette opacité archiforme au niveau de projection des cavités droites. Donc, un peu plus grand, on voit cette opacité archiforme allant de la région hilaire droite à la coupole diaphragmatique.
Donc, comme diagnostic, c'est l'angioscanner thoracique avec reconstruction 3D ou l'angio-IRM cardiaque. Et l'échographie cardiaque, c'est surtout pour évaluer l'importance du chant gauche-droite en mesurant le débit dans le tronc de l'artère pulmonaire et le débit du cœur gauche. Maintenant, on peut calculer les débits même dans le angio-IRM. On peut calculer le débit pulmonaire et le débit aortique. Donc, on reprend la même image, on va voir la veine cimetière, la veine pulmonaire qui draine le poumon droite vers la veine cave inférieure. La reconstruction 3D de tout à l'heure du scanner. Ici, c'est un film d'angiographie où on voit la veine cimetière allant de la île pulmonaire droite jusqu'au niveau de la veine cave inférieure. Comme traitement, le seul traitement, reste le traitement chirurgical. Comme indication, c'est les patients asymptomatiques, donc pas de traitement chez les patients asymptomatiques. Et comme symptôme, l'insuffisance cardiaque droite, un rapport de débit supérieur à 2, hémoptysie ou infection pulmonaire récidivante. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir. Donc, vous l'avez fait opérer alors? Ça, c'est Dr Pena qui pourra vous répondre si le patient a été opéré ou pas. Alors, il n'est peut-être pas resté. non, Non, je vous entends. Le patient, en réalité, je l'avais proposé à Pascal Leprince pour en discuter. Il était discuté de l'opérer parce que c'est un patient relativement jeune. Et en réalité, l'intérêt était que ce patient, jusqu'au moment où on a fait ce diagnostic, était considéré un patient qui avait 1000 raisons, pourquoi pas, de faire une insuffisance cardiaque banale, disons. Un patient insuffisant rénal, un patient diabétique, un patient qui a une cardiopathie ischémique, donc pourquoi pas une insuffisance cardiaque à FVG conservée, et qui arrive aux urgences un jour comme cela, avec une présentation qui pouvait être banale, et ensuite, sur la base de l'observation de et qui avait échappé à d'autres diagnostics, était un patient qui était passé par des hôpitaux et même par des cardiologues, disons. Et donc ensuite, le fait de tilter sur les anomalies du cœur droit, qui étaient devenues assez évidentes, disons, ont permis d'évoquer un diagnostic un peu rare d'insuffisance cardiaque. C'était un peu ça l'intérêt, disons, une insuffisance cardiaque un peu moins banale que les autres. En ce qui concerne l'intervention chirurgicale, était actée pour lui. Par contre, ça n'a pas encore été fait parce qu'entre-temps, il a fait un saignement digestif sur des diverticules. Alors, je ne sais pas si c'est un syndrome encore plus complexe que cela, qui a aggravé son insuffisance rénale, mais quand même, il sera sorti. Donc, on vous tiendra au courant. Ce n'est pas impossible qu'il sera opéré. Mais c'est un des patients qui, effectivement, pourrait être opéré, bien que tardivement, mais ça fait partie des différentes manifestations du syndrome. L'intérêt était une forme particulière d'insuffisance cardiaque, très particulière même. Ce qui est étonnant, c'est que, il est dans les hôpitaux depuis longtemps, donc personne n'avait regardé vraiment bien la radio, donc vous l'avez vraiment regardé, ça c'est génial. Et d'autre part, c'est qu'il a plein de comorbidités, donc ça c'est une autre affaire. On demandera à l'équipe de Montsouris s'ils peuvent la faire de manière interventionnelle. Je ne sais pas si ça peut être discuté, mais ça c'est une autre affaire. Raphaël, je te laisse réfléchir à ce sujet pour le prochain. Je ne m'engagerai pas pour mes collègues. Hein. Tu vas les challenger. Tu vas les challenger demain de dire est-ce que vous pouvez faire la vidéo. Bon, écoutez, merci en tout cas, merci pour cette présentation très interactive. Et là, pour la 4e présentation, c'est l'équipe de Saint-Joseph, Lucas Courvoyer, qu'on avait déjà vu sur un webinaire CNCH avant, qui a accompagné Philippe Garçon et Romain Cador. J'ai vu Romain. Salut Romain. Et donc, je te passe la parole. Bonjour, bonjour à tous. Merci au Dr Amara et au CNCH de me permettre de nous exprimer ce soir. Alors, c'est partage d'écran.
Voilà. Donc, on va vous présenter un petit cas clinique qu'on espère un peu didactique. Étant donné que je présente avec Philippe Garçon, évidemment, il y aura du contraste dedans, pour ceux qui connaissent Philippe. Donc, il s'agit d'un patient de 81 ans qui est tabagique actif, qui a comme principal antécédent une cardiopathie ischémique qui avait été diagnostiquée dans le cadre d'un bilan cardiovasculaire un peu banal au début des années 2010. Stenté sur l'IVA moyenne avec une sténose de la CX ostiale suivie d'une occlusion chronique qui avait été traitée médicalement à l'époque. Son échographie de base, c'est une FEVG environ à 45% sur une séquelle inférieure et inférolatérale. On le croise une première fois fin octobre 2019 sur un tableau de palpitation qui va révéler en fait une tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue qui va être choquée par l'équipe des urgences. Il va repasser assez rapidement en contrôle coronarographique qui va retrouver une couro parfaitement stable avec notamment un stent de l'IVA qui était parfait. L'échographie cardiaque à l'époque était décrite comme stable, donc toujours cette FEVG à 45%. Et assez logiquement, il a du coup été implanté d'un DAI double chambre en prévention secondaire de cette tachycardie ventriculaire. Les suites avaient été simples et le patient était retourné à domicile. 3 mois plus tard, il est réadressé chez nous par son cardiologue pour une dyspnée qui évolue depuis 3-4 semaines. À l'examen clinique à l'entrée, on a un patient qui désature à 90% en air ambiant, qui a des signes de décompensation cardiaque globale, une hémodynamique qui est relativement conservée, pas de souffle particulier. Bon. Au bilan biologique qu'on a assez rapidement, il y a une faible élévation de troponine, à 3 fois la limite supérieure de la normale, et une franche élévation du BNP avec un BNP qui était à 1410 nanogrammes. Et par ailleurs, il y avait aussi un petit syndrome inflammatoire avec une CRP qui tournait autour de 50 au moment de l'entrée. Donc, il a aussi, assez logiquement une radiographie de thorax qui est de qualité médiocre, un patient qui est demi-assis au fond de son lit. On note quand même des signes de surcharge, le DAI qui est en place et un index cardio-thoracique élargi, mais dans les limites de l'interprétation de cette radio de thorax. À l'électrocardiogramme, plus intéressant, il a un aspect donc, de rabotage antérieur assez étendu, associé à un sus-décalage du segment ST en antéro-septo-apical qu'on peut deviner aussi un petit peu en inférieur. Donc, on en fait assez logiquement un tableau d'insuffisance cardiaque sur un infarctus antérieur vu tardivement, qui se complique lui-même d'insuffisance cardiaque. Donc, il ne passe pas tout de suite en coronarographie. On décide un peu de le stabiliser et de voir un peu ce qui se passe. On réalise donc une échographie cardiaque. Donc, vous avez là une coupe 4 cavités. On voit donc l'échogénicité déjà n'est pas terrible. On voit que l'apex là est extrêmement mal dégagé. On dégage mal l'endocarde. On a l'impression que ça ne se contracte pas très bien. On devine peut-être quelque chose au niveau du septum, mais bon. On ne peut pas trop en dire plus sur cette échographie. En tout cas, le cœur a l'air de se contracter. Il y a une FEVG qui est stable à 45%. Je vous épargne les coupes de cavités et 3 cavités, mais il n'y avait pas de trouble de cinétique en dehors de la séquelle inférolatérale déjà connue. Donc, devant cette échogénicité assez mal, qui nous permet de mal de conclure sur ce qui se passe à l'apex, on décide de faire du contraste. Voilà, donc avec un produit assez classique, le Sonoview. Un rapide rappel, hein, c'est un hexachlorure de soufre qu'on injecte en intraveineux. Ça prend 30 secondes à préparer et 30 secondes à injecter. Ça peut se faire au lit du patient, donc que ce soit en soins intensifs, en réanimation, au bloc opératoire ou aux explorations cardiaques. C'est faisable partout. Ça ne nécessite pas beaucoup de réglages particuliers. Il faut simplement penser à baisser l'index mécanique de la machine, sinon on ne verra rien. Il n'y a pas non plus d'effet indésirable vraiment décrit en dehors de, comme un peu tous les produits injectables, d'une allergie. Donc, à l'échographie de contraste, donc on va voir un défaut de rehaussement de l'ensemble des deux apex, à la fois du ventricule droit et du ventricule gauche. Donc, on voit à ce niveau-là. Avec le septum, donc on devine dans la partie médiane là. Et ça redresse un petit peu le diagnostic d'un infarctus antérieur tardif. On passe plutôt à un envahissement myocardique par quelque chose. La masse, elle est mesurée à 5 cm sur 3 cm, donc c'est quand même assez important hein, pour un cœur.
Voilà. Pour les étiologies à évoquer devant cette masse, on a évidemment du thrombus, une cardiopathie hypertrophique, même si ce serait assez surprenant de la découvrir à cet âge-là, et j'ai l'impression qu'il y a un suivi assez régulier. Une infiltration tumorale et un peu plus rare, enfin même beaucoup plus rare, un hématome intramyocardique, étant donné que le patient a quand même eu une pause de DAI assez récente. Pour préciser le diagnostic, on va réaliser une échographie de perfusion. Alors, c'est un peu plus difficile à faire. Il faut baisser encore plus l'index mécanique. On passe de 0,3 pour une échographie de contraste classique à 0,05 ou 0,06 pour une échographie de perfusion. Donc, on voit à gauche une échographie de perfusion dans les temps tardifs, avec donc on devine très bien la masse qui envahit les deux apex. On voit la périphérie de cette masse qui se rehausse très bien avec le produit de contraste, et le centre de la masse qui montre un gros défaut de rehaussement, donc très en faveur dans ces cas-là d'une nécrose non vascularisée. Pour préciser encore les choses, on peut préciser le mode de revascularisation de cette masse. Donc, pour faire ça, on applique un flash d'index mécanique élevé. C'est le flash que vous voyez au début, qui permet donc de détruire toutes les microbules dans la zone étudiée, et juste après, de pouvoir étudier comment cette masse se rehausse, comment ça se met en forme. Et on voit là, sur cette masse que ça commence par la périphérie, petit à petit, et que ça arrive vers le centre. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend vers quoi ça nous oriente, ce pattern de rehaussement? Donc déjà, parmi les étiologies à évoquer, donc on avait parlé du thrombus. Un thrombus, ça ne ressemble pas du tout à ça, parce qu'un thrombus, évidemment, c'est avasculaire, et du coup, ça ne prend pas du tout le contraste. Donc, on n'y pense pas trop au thrombus. La CMH, il n'y a pas trop de raison il y ait des zones nécrotiques aussi grosses centrales. Il n'y aura pas un pattern centripète comme on l'a vu là. Et la zone de CMH, elle va avoir le même niveau de perfusion que le myocarde adjacent. Donc, on ne sera pas dans cette masse-là qui semble flasher un peu plus que ce qu'il y a autour. L'hématome intracardiaque, il n'y a pas beaucoup de données sur les patterns de perfusion en échographie de l'hématome intracardiaque. Assez empiriquement, on a envie de dire que ça sera plutôt du centre vers la périphérie s'il y a une effraction. Et en tout cas, on avait éliminé quasiment d'emblée ce diagnostic devant l'histoire clinique et les très faibles niveaux de troponine à l'entrée. En cas d'hématome, ça aurait été beaucoup plus important. Le gros diagnostic qui reste et qui flash, c'est un envahissement tumoral myocardique, qui est un envahissement qui est quand même relativement rare. Dans les études autopsiques, ça touche environ 10% des patients qui ont une autopsie chez les patients qui ont une néoplasie connue du poumon. Et en général, ce sera plutôt une atteinte péricardique plutôt qu'une atteinte myocardique directe. Donc très souvent, une masse intracardiaque, en particulier intramyocardique, plutôt qu'un primitif cardiaque, ça va être lié à un primitif extracardiaque. Le plus impliqué, c'est le poumon, suivi de l'œsophage, suivi des différents cancers du sang, notamment les lymphomes. La plupart du temps, c'est complètement asymptomatique. On les découvre dans des échographies de dépistage chez les patients oncologiques, mais ça peut être révélé par des dyspnées, des douleurs, ou alors par de l'arythmie ventriculaire. On se rappellera que notre patient était venu une première fois pour ça. Les modes de diagnostic de ces masses intramyocardiques. Alors, il y a un micro qui parle en même temps. Bon. Donc, l'ETT, c'est l'examen de première ligne. On peut rarement conclure sur l'étiologie de la masse. On peut améliorer grandement ses performances par l'étude de contraste et en particulier par celle de l'étude de la perfusion, qui permet de différencier, donc de s'orienter déjà vers un thrombus qui ne va pas nécessiter de chirurgie ou d'intervention particulière en dehors d'un traitement anticoagulant, vers une tumeur bénigne, typiquement les myxomes, et les tumeurs malignes qui sont déjà à pronostic beaucoup plus grave. En général, le diagnostic il se fait avec beaucoup d'examens, donc notamment les imageries en coupe telles que l'IRM et le scanner. Et souvent, le diagnostic définitif il est donné par l'anapathe, que ce soit lors d'autopsie ou lors de chirurgie.
Nous, on a un profil de perfusion là, sur cette masse qui est quand même assez typique d'un envahissement tumoral myocardique. À la différence des myxomes et des fibroelastomes, donc les tumeurs bénignes qui vont avoir un rehaussement qui va être moins vascularisé que le myocarde adjacent, et à la différence des thrombus dont on a déjà parlé. Donc ça demande quand même un petit coup d'œil d'analyser la perfusion du myocarde et de la masse. Ça ne peut pas être fait non plus sans entraînement particulier. Par contre, il y a quand même des études qui ont été publiées qui se sont intéressées à des analyses quantitatives automatisées du rehaussement du myocarde après le flash d'index mécanique et qui permettent en fait de montrer que les masses malignes, donc ce qu'on voit là dans l'étude de Wang qui a été publiée en 2020, on voit donc que A1, ça correspond au rehaussement en décibels de la masse. A2, ça correspond au rehaussement en décibels du myocarde adjacent. On voit que les thrombus se rehaussent quasiment pas, avec un rapport qui va être proche de 0. On voit que les tumeurs bénignes se rehaussent un petit peu, mais restent inférieures au myocarde, donc avec un rapport myocarde-masse qui va être inférieur à 1. Alors que les tumeurs malignes, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, les tumeurs malignes, elles ont un rehaussement tardif qui est beaucoup plus intense que celui du myocarde adjacent, avec un rapport de rehaussement qui va être plutôt entre 1 et 2. Donc, ça permet de façon assez précise de s'orienter et d'avoir des premiers examens complémentaires. Quand on s'intéresse un peu à la radio de thorax là, et qu'on la regarde un petit peu plus attentivement, on voit qu'il y a quand même un truc pas net derrière le cœur, une espèce de double contour. Je pense qu'au début, on s'était dit que c'était une image construite et en fait, peut-être pas tant que ça. Donc, on va réaliser un scanner cardiaque et TAP pour explorer un peu plus tout ça, sachant que c'est un patient qui a eu une pause de DAI récente et que du coup, on n'avait pas trop envie d'aller faire l'IRM tout de suite. Donc, au scanner cardiaque, donc là, vous avez les temps très précoces non injectés. On voit qu'il y a un épaississement du myocarde qui est un peu hypodense par rapport au myocarde adjacent. On voit derrière le cœur une énorme masse qui fait 9 cm de long, qui correspond à ce qu'on voit sur la radio de thorax. À la phase artérielle, donc on distingue beaucoup mieux cette masse qui correspond exactement à ce qu'on voyait finalement en échographie et en écho de contraste quand on voyait les deux ventricules aux dépens du septum. Et on voit on voit donc cette masse rétrocardiaque qui a aussi également un centre hypodense en faveur de la nécrose. Et juste à côté, donc c'est les temps tardifs scanographiques avec une hypodensité qui persiste au niveau central de la masse en faveur, pareil, d'une nécrose intramyocardique. Donc le scanner a permis de confirmer la masse et de redécouvrir entre guillemets la tumeur pulmonaire qui se cachait derrière. Donc on a orienté le patient vers nos confrères pneumo-oncologues, qui ont réalisé donc une biopsie sous scanner oncoguidé, donc on peut voir à côté. Et là, par contre, il va falloir me croire sur parole, mais du coup, à l'anatomopathologie, c'est un carcinome épidermoïde, qui est donc déjà au stade 4, hein, étant donné qu'il y a des métastases cardiaques et il y avait un petit doute sur une métastase surrénale sur le scanner. Donc, le patient va être pris en charge en oncopneumo, il va être staffé en RCP avec une décision de chimiothérapie au moins néoadjuvante, mais probablement presque palliative, par carbo et paclitaxel. Et il va mourir 2 jours après sa sortie d'une cause indéterminée. Donc, on ne sait pas comment l'histoire se serait terminée, mais probablement pas très différemment de ça. Un petit aparté donc, sur la présentation électrique avec la sus-décalage du segment ST initial. Il y a quelques case reports, 4 ou 5, qui traînent dans la littérature chez les patients qui se présentent sur des tableaux un petit peu d'infarctus tardif avec des sus-décalages persistants et qui n'ont pas de problème coronaire sur les angiographies et à l'époque, il y avait beaucoup de scintigraphie. Et on diagnostiquait des tumeurs à l'anapathe à l'autopsie. Les explications avancées, elles ne sont pas très satisfaisantes, mais on n'a pas plus d'idées. A priori, ce serait une zone, donc la zone tumorale est complètement vide d'activité électromécanique, et donc ça mimerait en fait une zone de nécrose fibreuse qu'on peut voir habituellement dans les séquelles post-infarctus. Certains auteurs avaient évoqué des anomalies locales ioniques, avec notamment du potassium qui serait relargué en très grosse concentration
à cause de la nécrose ou un envahissement éventuellement vasculaire ou microvasculaire des coronaires, mais sans beaucoup de support. Par ailleurs, rétrospectivement, donc on se rappelle que le patient, la première fois qu'on l'a vu, c'était une tachycardie ventriculaire monomorphe. Il y a quelques cas cliniques également qui décrivent des présentations de tumeurs intramyocardiques sur des troubles de rythme ventriculaire. Alors, peut-être que déjà, la première fois, on est passé à côté du diagnostic, ou peut-être que ça s'est révélé, enfin, peut-être que ça s'est développé sur 3 mois. On n'a pas la réponse. Les messages à retenir, on pense, de cette présentation, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire du contraste, que c'est facile à faire, c'est peu risqué. Ça demande un peu d'entraînement, mais finalement, ça peut quand même être fait avec un bon apport, même chez les échographistes non experts. Plus compliqué, l'étude de la perfusion. Elle permet vraiment de pouvoir catégoriser dès le stade de l'échographie cardiaque notre démarche diagnostique, de s'orienter soit vers du thrombus qui n'a pas de stratégie invasive à faire, soit vers des masses bénignes, soit vers des tumeurs malignes, et d'orienter évidemment les examens complémentaires qui vont être demandés pour préciser le bilan de cette masse. Et évidemment, le diagnostic des masses intracardiaques, ça reste très difficile et on doit utiliser tous les outils à notre disposition et notamment l'échographie de contraste en plus des autres outils. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté. Merci, ça montre aussi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on suspecte fortement qu'il y avait un lien de la TV initiale. Hein. Bon, en tout cas, la maladie débutait probablement, mais comme par hasard. Mais ça montre aussi que des fois, le diabète dans les détails, la radio de thorax, tous ces éléments basiques, finalement, maintenant, on va tellement vite. Des fois, il n'y a même pas de radio. Finalement, je trouve que tu as bien montré les choses, que voilà, il faut bien faire attention et ça aide énormément. En tout cas, merci pour cette présentation. Bon, on arrive à la fin. Vous avez les félicitations du docteur Sârbu-Mariu Corina, qui est à Timișoara, en Roumanie, et qui dit bravo pour votre présentation. Et voilà. Donc, alors, il y avait 4 présentations aujourd'hui. En tant que président du jury, je vous annonce que le cas clinique qui a été retenu, c'est celui de Raphaël Forest sur le clip mitral. Honnêtement, je trouvais ça super impressionnant. Il sera présenté au congrès du CNCH. Les autres auront quand même un prix. Voilà. Et je vous invite à vous connecter aux autres webinaires des autres cas cliniques. En tout cas, la qualité des cas cliniques, c'est juste magnifique. J'espère vous voir au congrès du CNCH en novembre, vous voir sur les autres webinaires et j'espère une réunion au début de l'année en présentiel sur Paris. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir été restés aussi tard dans les services. Et ciao, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Merci Walid, au revoir. Bye.